Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il préside l'Association des maires de France. François Barouin est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. François Barouin est notamment l'auteur d'une histoire de France par les villes et les villages, où il nous raconte toutes sortes d'épisodes, grands ou petits, jamais anodins, dans une approche qu'on pourrait qualifier, je me suis demandé comment la qualifier, mais on doit pouvoir dire que c'est de l'histoire de proximité d'une certaine manière. Parmi toutes les tranches de vie qu'il nous conte, j'ai retenu le cas de Christophe Thivrier, un personnage étonnant, un homme engagé, le premier maire et député socialiste. Christophe Thivrier qui était originaire de Commentry. Oui, un Auvergnat comme vous, si je ne m'abuse. Comme moi, Anissa. exactement. Alors justement, Vanessa Zah, tout à l'heure, nous fera visiter Commentry. On ira aussi à Montluçon. Histoire ouvrière, histoire royale, bref, tout ce qu'on aime. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En novembre 1889, la Chambre des députés, comme on l'appelle à l'époque, connaît une de ces petites agitations qu'on ne trouve que là. En ce jour de rentrée post-élection, parmi les nouveaux visages, un certain Christophe Thivrier. Il a 48 ans, il est élu de l'Allier et on peut dire qu'il attire tout particulièrement l'attention. L'homme, c'est vrai, détonne au milieu de ses nouveaux collègues. Ils sont tous dans la redingote sombre, comme on était à l'époque au Parlement, tenu très comme il faut. Et voilà, Christophe Thivrier qui refuse, si j'ose dire, le dress code implicite de la vénérable institution. Comme il l'avait affirmé, il entend siéger en blouse d'ouvrier. Et peu importe si ça choque le bourgeois. Tant mieux même, à mon avis. Évidemment, les journalistes ne manquent pas une miette du spectacle. Ils écoutent les murmures qui entourent l'entrée du nouveau député. Ils scrutent son apparence, avec ses cheveux châtains un peu ébouriffés, son regard sombre et franc, un physique solide, un peu ramassé. Autre sujet d'intérêt, le petit manège des camarades socialistes du nouvel élu, prêt à intervenir si jamais les huissiers avaient essayé de lui faire retirer sa blouse. Ce jour-là, Christophe Thivrier est déjà une petite célébrité. Aujourd'hui, on dirait qu'il a réussi son coup de com', n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on parle. Mais il y a sans doute davantage dans sa démarche. Choisir de porter la blouse dans un tel lieu s'inscrit dans la logique de tout son parcours difficile, parcours courageux et donc, je le disais tout à l'heure, engagé. Christophe Thivrier est né en mai 1841 à Durda-Larquil. On est donc dans l'Allier, on est tout près de Montluçon. Il est le 4e enfant d'une famille modeste de paysans qui sont devenus mineurs. On est à la pleine époque de ce déracinement général. Disons-le, pour lui, l'insouciance enfantine est un luxe inaccessible. Sa mère meurt alors qu'il n'a que quelques années. Et dès qu'il le peut, celui qu'on va surnommer Christou, c'est son nom, c'est comme ça qu'on le connaît, Christou va prendre lui aussi le chemin de la mine, dans la ville toute proche de Commentry. C'est une commune en pleine expansion à l'époque, expansion démographique. D'abord, entre 1840 et 1860, la population est multipliée par 7. Si ça n'est pas de l'exode rural. Le neveu de Thivrier, qui sera aussi son biographe, Ernest Montusès, nous dit « C'est à peine s'il eut le temps d'apprendre à épeler quelques mots sur les genoux d'une tante. À 10 ans, le père, avec la sévérité dont il fit toujours preuve, décida qu'il était temps d'aller au travail. D'abord, on l'employa au triage du charbon, puis au roulage de la brouette. Quand à ce dur métier son corps se fut développé, il descendit dans le puits où successivement il fut piqueur, mineur et boiseur, des métiers d'une dureté folle, à mesure que l'âge lui permettait ses fonctions pénibles entre toutes. À 14 ans, donc, une nouvelle tragédie va frapper ce garçon. L'un de ses frères est victime de la guerre de Crimée. C'est là peut-être un des éléments déclencheurs de ce combat tenace pour s'en sortir en faisant de patientes économies. Il va financer des cours du soir. Ses efforts paient, puisque c'est un élève doué et qui a tout de suite des résultats. Le jeune homme connaît des éclaircies au milieu de sa dure existence. À 24 ans, il est propriétaire d'une petite bâtisse à Commentry. Et puis, 3 ans plus tard, il va se marier. Bientôt, on lui offre de devenir chef mineur. Beaucoup auraient sauté sur la promotion. Pas Christou.
Pour lui, il est impensable de donner des ordres, car dans son esprit, un ordre est forcément injuste. Pas question de commander à ses compagnons mineurs. Il repousse donc la proposition, et mieux que ça, il ne tarde pas à quitter la mine pour devenir poseur de lignes de chemin de fer, avant de devenir boulanger. On le verra aussi vendre du vin. Bref, ce qui semble compter pour lui plus que tout, c'est la politique. N'oubliez pas qu'en 1870, à la chute tellement dramatique du Second Empire, on a proclamé la République et ça nourrit tous ses espoirs. Des espoirs dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont été vite déçus. Christou peine à comprendre que le nouveau régime soit si vite animé par des tendances qu'il voit lui comme conservatrices, bourgeoises. Et comme une réponse à cette frustration sans doute, il va créer une société secrète, la Marianne, qui fait de la cause ouvrière son combat. Il a du charisme, le Christou. Une terre minière comme la sienne est fertile pour un groupe comme celui auquel il appartient. Il va gagner petit à petit en influence. Il est même élu, ainsi que plusieurs de ses amis, au conseil municipal de Commentry. Ça va assez vite, on est là en 1874. Même si bientôt la Marianne est trahie par l'un des siens, où plusieurs membres sont arrêtés, Christou, lui, disons-le, est lancé. C'est pour lui une nouvelle carrière. Malgré les pressions, malgré les choses-trappes de ses opposants, il est décidé à se battre pour ses idées. À cette époque d'ailleurs, des orateurs comme Jules Guesde viennent prêcher la bonne parole marxiste dans la région. Et évidemment, Christou est là au premier rang, qui boit leur parole, qui est marqué. Son parcours militant sur une ligne assez dure va être encouragé. Et en 1881, il est réélu confortablement d'ailleurs. Ce n'est que lorsque la loi change l'année suivante et que le conseil municipal a enfin la possibilité de choisir son maire qu'il va devenir le maire. C'est François Barouin qui le raconte. Premier maire socialiste de l'histoire de France et ouvrier de surcroît, il continue sa lutte pour faire entendre la voix de ceux d'en bas. En juillet 1882, il demande la suppression de la coopérative de la forge pour éviter la ruine du petit commerce. Il promeut la construction d'écoles laïques. Christou est réélu maire en 1888 et il va quand même devoir faire face à de véritables difficultés, notamment un désaccord avec la préfecture qui conduit à la révocation de son mandat. Il y a quand même pas mal de bruits assez déplaisants qui circulent sur lui, nous y reviendrons tout à l'heure. Sa popularité ne s'en maintient pas moins, elle augmente même, il est apprécié. C'est son gendre qui nous dit qu'il était apprécié pour son langage coloré et amusant qui, à Commentry, tient lieu de patois et qui n'est qu'un français écorché, mais si joliment. Il ressemble, cet homme-là, à ses électeurs. Il sait ce qu'ils vivent chaque jour. Et c'est sans doute une des clés de sa popularité et de son élection comme député. On est là à l'automne 1889. Peu de voix d'avance, mais suffisamment pour aller siéger à la Chambre. Il n'est pas sûr que son langage coloré et sa blouse, qui bientôt va devenir célèbre, lui facilitent vraiment la chose au Palais Bourbon. Près de la danse antique de Faust, l'opéra de Charles Gounod à l'instant sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez le parcours étonnant de Christophe Thivrier. C'est un ouvrier devenu le premier maire socialiste de l'histoire, puis député sous la Troisième République. Alors le fait qu'il vienne à la Chambre en blouse suscite bien sûr la polémique, mais il y a quand même une question que je me pose, est-ce que c'était vraiment la première fois ou est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de parlementaires à la même période dont la tenue a tranché avec leurs collègues? À l'époque, on portait souvent l'habit de sa fonction et on s'est souvent posé, depuis la Révolution française, la question du costume des parlementaires. Est-ce qu'il fallait avoir un uniforme, pour tout vous dire, un peu comme les préfets, etc. À cette question, la Troisième République répond par la négative. Il est clair que les vêtements sobres et bourgeois s'imposent néanmoins. C'est une tradition, c'est une évidence, j'allais dire. Il y a des exceptions, deux fameuses que Bruno Fulini, qui vient souvent nous raconter les petites histoires du Parlement, a relevées. D'abord, lorsque Giuseppe Garibaldi est élu, très brièvement, après la chute du Second Empire, il se présente au Parlement, ça ne vous étonnera pas, vêtu de sa célèbre chemise rouge, à laquelle il ajoute un poncho, reliquat de ses aventures sur le continent américain. Là, ça fait carrément tâche. Puis, autre exemple, à la fin du 19e, Philippe Grenier, député du Doubs, fasciné par la culture arabo-musulmane et converti lui-même à l'islam, qui va revêtir la tunique et le burnous. Ça non plus, ça n'est pas passé inaperçu, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? En fait, la question du vêtement, sous des dehors qui peuvent paraître superficiels, n'est pas une question neutre, car évidemment, la tenue dans laquelle vous vous présentez est en soi un message, ou peut le devenir. En tout cas, c'est le cas avec Christophe Thivrier. D'ailleurs, face aux critiques, il a beau jeu d'expliquer qu'il va retirer sa blouse quand les prêtres à la Chambre retireront leur soutane.
Effectivement, après tout question de logique, au-delà de sa tenue, ses ennemis politiques ne tardent pas à remettre en cause ses capacités même. L'intervention de Christou devant l'Assemblée le 10 mai 1890 ne passe ainsi pas inaperçue. Ce jour-là, le député de l'Allier prend la parole pour dénoncer la rudesse employée par des militaires face à une grève à Commentry. À peine a-t-il commencé à parler que des railleries sont lancées à son encontre. Bien entendu, la plupart des railleries portent sur la fameuse blouse. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Et voilà ce que répond Christou. « Respectez ma blouse si vous ne respectez pas ma personne. » Là, un député rétorque. « Vous savez bien, monsieur Thivrier, que les ouvriers ne portent plus la blouse. » Christou ne se laisse pas déconcentrer, il poursuit son intervention. Mais c'est vrai, en des termes qui sont parfois mal choisis. Ces phrases sont loin d'être parfaites. Un opposant n'hésite pas à corriger à haute voix ces mauvaises liaisons. On sent une forme de condescendance de la part de certains de ses collègues dans l'hémicycle. Christou finit par lâcher « Messieurs, j'ai jamais déchiré mes fonds de culotte sur les bancs des lycées, moi. À l'âge de 12 ans, j'étais dans l'intérieur des puits de mine et en conséquence, je crois avoir droit à votre indulgence. Si vous avez été à l'école, vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi parce que je ne suis pas bachelier. Vous n'avez pas à vous plaindre que je ne vous envoie pas des fleurs de rhétorique. » Et en fait, il est assez évident que Christou, sans faire jamais partie des grands orateurs de l'Assemblée, sait en tout cas se saisir d'un moment politique. Ses amis politiques vont évidemment utiliser ces capacités un peu particulières. Bruno Fuligny raconte « Le petit groupe socialiste qui compte assez de professeurs et d'avocats pour rompre des lances avec les partis bourgeois préfère l'employer comme interrupteur. Sans avoir trop à forcer sa nature, Christou devient un virtuose du bruit de fond, mais aussi un percussionniste hors pair qui, tambourinant avec son coupe-papier, joue impeccablement l'international sur la tablette de son pupitre. » Ça n'est sûrement pas dans les didascalies des comptes rendus de séance. Cependant, Christou est aussi une forte tête, un homme difficile à contrôler, ce qui va provoquer des conflits avec ses alliés politiques, dont Jules Guesde. Néanmoins, ses électeurs continuent de lui faire confiance. Et en 1893, il est réélu sans trop de difficultés. Le climat politique est à ce moment-là très tendu, marqué notamment par une vague d'attentats anarchistes. Les autorités sont aux aguets, la police enquête sur l'ensemble de ces attentats, en particulier dans certains groupes ouvriers. Et c'est dans ce contexte, rappelez-vous, que le 27 janvier 1894, une séance houleuse a lieu à la Chambre. Le ton monte, bientôt un élu fait le lien entre les socialistes et la Commune. La Commune, cette insurrection parisienne qui a été réprimée dans le sang par la toute jeune Troisième République. On était 20 ans plus tôt. Bien entendu, le sujet est sensible. Dans les rangs socialistes, on s'agite, on n'y tient plus. Et Christou va lancer à voix haute « Vive la Commune !» Au cas où on n'aurait pas bien entendu, il va répéter cette adresse à plusieurs reprises. 3 fois, ce sont des mots explosifs, c'est un scandale, c'est un affront au régime même de la Troisième République. Le député, comme il arrive de temps en temps, est appelé à revenir publiquement sur ses propos. Il refuse. « Je ne suis pas comme l'Auvergnat qui a son dit et son dédit. Je maintiens intégralement ce que j'ai dit, dit-il. » Le président de séance veut punir le dérapage. On propose l'exclusion temporaire de Christou, exclusion votée par les parlementaires à une majorité confortable. Seulement, le fier député à ce moment-là va défier l'autorité de la Chambre. Il reste sur son banc. Et le président de séance n'a pas vraiment le choix. Il va faire intervenir la garde républicaine. Là, Christou ne peut pas longtemps résister. Il est bien obligé de quitter l'hémicycle. Mais il quitte l'hémicycle sous les cris. Et lui continue à hurler « Vive la Commune ! Vive la Commune !» Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, nous découvrons grâce à vous cet après-midi Christophe Thivrier, le premier député ouvrier, qui en 1894 vient de se faire exclure de l'Assemblée. Oui, c'est un des incidents de séance très célèbres de l'histoire parlementaire, mais c'est ce qui va faire entrer Christou, si je puis dire, dans l'histoire, ou en tout cas dans la petite histoire, et la tension de la presse est au maximum. Le petit journal va le représenter en une, fièrement vêtu évidemment de sa fameuse blouse, face aux gardes républicains. Là, il tient bien debout, tandis que ses amis politiques s'insurgent. En réalité, l'exclusion de janvier 94 sera son dernier grand coup d'éclat, bien qu'il n'ait été exclu que temporairement.
Il ne siégera plus, en effet, en tant que député. Christophe Thivrier va se diriger vers d'autres combats. On le verra devenir candidat aux élections sénatoriales l'année suivante, sans succès. Il se lance dans la campagne pour les cantonales. Il est évident qu'il a des difficultés. Sa santé chancelle. On peut se demander s'il est toujours physiquement de taille à affronter la dureté du combat politique. Mais il veut aller au Sénat. C'est son objectif, d'une certaine manière. Alors, le 4 août 1995, il y a le résultat de la cantonale, nouvel échec. C'est l'ultime échec, puisque 2 jours après, alors qu'il est parti travailler de bonne heure, de terribles douleurs l'assaillent. Il doit rentrer chez lui d'urgence. On appelle un médecin et le pronostic va être très sombre. Et dès le 8 août, l'ancien député, à la blouse, rend son dernier souffle. Il n'avait que 54 ans. C'est une figure des plus humbles qui s'éteint, nous dit François Barouin. Ses funérailles sont grandioses et dépassent le monde socialiste tant cette personnalité républicaine avait su convaincre ses contemporains. Aujourd'hui, sa sépulture réunit tous les 1er mai les commentriens. Alors nous irons tout à l'heure, nous irons voir ça, si je puis dire. Il ne faudrait pas quand même résumer, Christou, résumer Thivrier aux polémiques qu'il a suscitées. Maire puis député, il a été à sa manière un précurseur du socialisme ouvrier qui était en plein développement. Il a aussi marqué par sa personnalité directe, tellement originale, un certain nombre de grands noms de la politique française, comme Jean Jaurès, qui lui a rendu hommage quelques années après sa mort. C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point un certain nombre de grandes figures de la gauche, jusqu'à des périodes très récentes, vont continuer d'essayer de jouer sur cette veine spécifiquement populaire. Voici ce qu'écrit Jean Jaurès. Thivrier, qui avait été un des premiers organisateurs, un de ceux qui avaient les premiers affronté les colères de tous les anciens partis et les représailles du capital, nous intéressait d'autant plus qu'il avait une belle allure de bonhomie caustique. Il représentait admirablement l'esprit avisé et fin du peuple de France. Bonjour François Barouin. Bonjour. C'est une personnalité socialiste que j'ai choisi de mettre en exergue parmi tous les sujets que vous abordez dans ce livre foisonnant. Vous revivez, vous revisitez l'histoire de France à travers les villes, les villages. C'est une histoire locale que vous nous proposez, mais avec constamment des répercussions et des échos nationaux, bien sûr. Thivrier a plus marqué, disons-le, l'histoire parlementaire que l'histoire de France, mais c'est une figure, incontestablement une figure. En tout cas, dans la construction de ce livre d'histoire, dont l'angle, en effet, est original, puisque c'est vraiment la construction de notre pays, dans l'acquisition de sa souveraineté, dans la construction de l'État, dans son aspiration à la liberté, et puis ensuite dans la définition de ce qu'est une nation. J'ai considéré que l'histoire de Thivrier donnait vraiment du sens au fait que les grands acquis, les grandes conquêtes se traduisaient soit par des mouvements de révolte, soit par des guerres, soit par des oppositions, mais souvent venus du local. Et ce sont des personnages, des caractères, des tempéraments, des figures, Thivrier en fait partie, qui au fond ont construit une certaine idée de ce qu'est aujourd'hui la communauté nationale. Le parcours de Thivrier, vous l'avez merveilleusement mis en lumière et en perspective, c'est celle d'un homme qui grandit sans éducation, mais qui a fait des cours du soir en quelque sorte. Il prenait sur sa paye, jeune adolescent, jeune minier, 15 francs de l'époque pour pouvoir quand même apprendre un peu. Et quand il répond devant la représentation nationale, un peu comme dans un combat de classe avec la condescendance de l'époque de conducteurs de Rolls qui n'existaient pas, habillés de gants blancs et qui regardent cet ouvrier à la tribune avec au fond une forme de mépris et ce mépris de classe, eh bien Thivrier l'a sûrement vécu avec douleur, mais il a assumé aussi avec force. Il assumait avec force son propos, il assumait avec force son vocabulaire, comme vous l'avez dit vous-même. Il expliquait aussi, lorsqu'il est revenu chez lui au lendemain de son élection à l'Assemblée nationale, qu'il n'avait aucune raison de ne pas être endimanché, comme il le disait lui-même, c'est-à-dire la blouse sur le paletot, car endimanché pour lui, ouvrier, c'était avoir la blouse sur le paletot. Et je trouve que c'est intéressant de bien mettre dans la construction d'un immense pays comme le nôtre et d'un très ancien pays, combien des personnages, des caractères, des histoires, une originalité d'un parcours crée aussi un petit peu de nous-mêmes. Et Thivrier, c'est un petit peu de nous-mêmes. Et en même temps, disons-le, si on parle tant de Thivrier, ou si son souvenir reste à ce point marquant, c'est parce qu'il a été un des très rares de son espèce. C'est-à-dire que l'immense majorité du personnel politique de la Troisième République était issu de milieux qui étaient souvent d'ailleurs des milieux juridiques. C'était des avocats. D'avocats, oui, énormément d'avocats. Évidemment, quelques professeurs qui ont ensuite irrigué de façon assez vertueuse la production d'élus nationaux de grande envergure du côté de l'éducation nationale. Thivrier, c'est l'homme de gauche
par définition, de cet esprit de conquête. Nous sommes dans une période où, au fond, les premières lois d'école publique, laïque, obligatoires se mettent en place. Il crée le cercle républicain. Il est vraiment, au fond, aux avant-postes de ce que la République allait devenir. C'est-à-dire un État qui ne s'est pas affranchi de son Église, mais qui mène des combats par des gens qui... ne va pas tarder à le faire, en mais qui ne va l'occurrence, pas tarder à le faire. Ça se fera quelques années plus tard, en 1905. Mais lui, il est aux avant-postes de ses conquêtes. Et au fond, c'est vraiment un homme qui est parti de sa forêt de Tronchet. Pourquoi d'ailleurs il taille du bois alors qu'il était mineur et qu'il va dans des puits? C'est parce qu'à l'époque, c'était un lieu où étaient enfouis des gisements et qui nécessitait de déboiser pour ensuite creuser la mine et ensuite faire remonter les minerais et les exploiter pour de l'industrie de verre. Son entreprise est rachetée par Saint-Gobain. C'est aussi le début du développement de grandes entreprises capitalistiques et c'est aussi la révélation d'une forme de lutte des classes, de la défense des acquis sociaux qui viendront un peu plus tard avec l'organisation des syndicats. Pour ceux qui nous prendraient en route, je ne voudrais pas qu'ils s'imaginent que votre ouvrage est un livre d'histoire ouvrière ou politique. C'est le livre de toutes les histoires et d'histoires qui sont enracinées dans des terroirs. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez François Barouin. Il est maire de Troyes. Il est aussi président de l'Association des maires de France. Et il est l'auteur d'une histoire de France par les villes et villages, un livre paru chez Albin Michel il y a quelques semaines. Oui, un livre d'histoire au singulier et au pluriel. Ce livre, écrivez-vous, François Barouin, met en valeur la lente construction d'un art de vivre et d'une identité. C'est ça qui se dégage, somme toute, de cette multitude de belles histoires. Oui, certainement. C'est l'approche de l'identité qui est dans le débat public actuel par l'enracinement. Au fond, j'ai voulu montrer que, contrairement à une idée reçue, l'histoire de notre pays ne vient pas d'en haut avec des grandes décisions unilatérales qui tombent comme des guillotines selon les différentes époques et qui ensuite aboutissent à la réalité du quotidien des gens. C'est l'inverse, en fait. C'est notre histoire, notre construction, et c'est la raison pour laquelle la première histoire part de la découverte des ossements, plusieurs siècles plus tard, de ce qui est, semble-t-il, la première trace d'une présence humaine à Lézignan-la-Sèbe pour notre pays. J'ai voulu montrer qu'il y a une réalité, une conviction aussi forte. C'est forcément subjectif et c'est arbitraire. Ce sont des histoires ce sont des choix, bien sûr. Ce sont des choix. Et comme tout choix, comme disait Gide, choisir c'est renoncer. Donc j'ai renoncé à toute une série d'histoires. J'en ai retenu quelques-unes très familières dans l'inconscient collectif français. Et j'ai mis en lumière ce qui me semblait être au fond la construction de notre pays. Donc ça part des premiers ossements jusqu'à des histoires très fameuses comme la bête du Gévaudan, comme le procès de Jeanne d'Arc, comme les bourgeois de Calais, comme d'autres plus originales mais qui m'ont absolument passionné. Le déplacement de Louis XV à Metz avec sa maîtresse, Madame... Ce qu'on appelle la maladie de Metz, Madame de Châteauroux. Oui. Madame de Châteauroux. Ils avaient fait un petit pont spécifique entre la chambre du roi et la chambre de sa maîtresse, au vu et au su de alors, tous. On a les traces de tout ça dans les villes et les villages. Et nous sommes bien placés ici, dans cette émission au cœur de l'histoire, pour savoir que où que vous vous rendiez en France, vous avez toujours la belle histoire, le beau sujet. On peut vous raconter toutes sortes de... Donc vous aviez un infini embarras du choix, j'imagine. Il a fallu aller sélectionner parmi cette multitude d'histoires. C'est évidemment 3 ans de travail, mais je dois dire que c'est le propre du numérique aussi. L'accès à la numérisation des archives départementales ou municipales a permis une très grande accélération justement pour profiter au sens le plus élevé du terme de la richesse de ces trésors. Je suis le maire de Troyes depuis 22 ans. Troyes est une ville qui se confond avec l'histoire de notre pays. J'aurais pu choisir... Vous étiez allé faire une émission en direct chez vous. Je m'en souviens, vous êtes à nouveau le bienvenu et vous en avez laissé un fier souvenir. J'aurais pu choisir par exemple le traité de Troyes, qui rentre dans l'histoire comme étant... Honteux traité de Troyes. Le honteux, le funeste, l'ignoble, l'inacceptable. J'aurais pu le choisir. Au fond, la France devient anglaise à ce moment-là. Mais c'était trop facile. J'aurais pu choisir le pharmacien Coué, qui a donné son nom à la méthode, bien sûr, au fond, d'une sorte de posologie du bien vivre, et il fera beau demain. En fait, tous les départements sont quand même représentés. Voilà, le parti pris, c'était qu'il fallait que dans chaque département, il y ait une histoire. Et qu'il y ait un village ou une ville qui dise par un personnage, par un fait divers, par un élément d'histoire, par un bâtiment, par un lieu
particulier où s'est déroulée une scène qui est parvenue jusqu'à nous pour, au fond, argumenter, donner l'angle, justifier les partis pris qui étaient les miens dans la construction de ces différents chapitres. Alors, moi, j'ai dû faire un choix parmi vos choix. Donc, c'est un choix au carré d'une certaine manière. La subjectivité totale. Mais voilà. c'est le principe de cette émission. Vous savez, je pense que c'est la raison pour laquelle elle survit à travers tous les changements de mois en mois et d'année en année. J'ai choisi notamment d'évoquer les bourgeois de Calais. Parce que nous avions parlé ici des bourgeois de Calais, nous avions vu à quel point c'était un mythe historiographique, c'est-à-dire que c'est une construction relativement tardive, mais qui s'appuie, elle, sur des faits incontestables et sur des souffrances. Vous mettez en avant très particulièrement les souffrances des peuples que vous évoquez. Oui, l'histoire des bourgeois de Calais, elle est à la fois très fameuse, et vous avez raison de dire que sur ces grandes histoires qui font partie, quelle que soit la passion ou pas que l'on a pour l'histoire de France, qui font partie de notre construction, de notre inconscient, c'est Marignan, c'est Jeanne d'Arc, c'est tout cela. Les bourgeois de Calais, ça en fait partie. Nous sommes au milieu du XIVe siècle. Et comme quoi l'histoire bégait, elle se répète fréquemment, Calais a toujours été vécu par les Anglais comme étant la frontière extérieure de leur île. Et ils avaient besoin de Calais pour pouvoir distribuer... C'était la tête de pont, en fait, sur le continent. C'était la tête de pont, c'était le point de départ, le passage obligé pour développer le commerce des laines qui étaient déjà de très grande qualité, pas exclusivement le tweed, mais toutes les laines anglaises. Calais est donc assiégé par les Anglais ont besoin de Calais. C'est une bataille qui dure plusieurs semaines, elle est extrêmement... Un siège effroyable, les Anglais construisent en bas une sorte de ville neuve, qui s'appelle d'ailleurs Villeneuve-la-Hardie. Exactement. Et qui va mener aux Calaisiens la vie très dure, jusqu'à la reddition finale, parce que le roi de France n'a pas pu les secourir. Exactement. Il y a eu un blocus alimentaire, ils étaient dans une famine, et voilà les 6 bourgeois, c'est ce qui est... Et les 6 bourgeois, en fait, c'est une demande du roi d'Angleterre qui n'a pas supporté la résistance extrême et extraordinaire des Calaisiens et des Calaisiennes, et il a demandé une punition. Et la punition, pour éviter de détruire toute la ville et tout le monde, c'était l'exemplarité du choix de certaines personnes qui vont se sacrifier. Et c'est la mythologie qui nous amène jusqu'à ici, c'est-à-dire qu'à l'époque, les élites se sacrifiaient pour leur peuple, et c'est ainsi que les plus grands bourgeois, 6, ont accepté, de Saint-Pierre et les autres, exactement, ont accepté la chemise ouverte, ça c'est sûrement dans la part de la légende et de la mythologie, la corde autour du cou, il y a des éléments d'historiens qui sont contradictoires sur ce point, mais on peut imaginer que c'est vrai dans la symbolique. En tenue humiliante, en tout cas. En tout cas, en tenue humiliante, traverse la ville pour, au fond, se sacrifier et être tué par le roi. Et ça n'est que l'épouse du roi qui, devant tant de sacrifices, obtient du roi d'Angleterre le fait d'épargner ces bourgeois qui sont venus jusqu'à nous par un magnifique bronze qui est à l'entrée de Calais et qui fait partie de la mythologie de Calais, des relations entre la France et l'Angleterre et d'une certaine idée des relations sociales entre ceux qui dirigent et ceux qui accompagnent et qui vivent. Cette séquence que nous venons de faire peut être vue comme un avant-goût de ce que nous rediffuserons ce samedi, puisque l'émission sur les bourgeois de Calais sera justement, avec Jean-Marie Meuglin, sera justement rediffusée ce samedi à 14h. Vous écrivez dans ce chapitre sur Calais que la ville est toujours vue par les Anglais comme la première de ses frontières avec le continent, ce que vous venez de nous dire, ainsi que l'illustre l'actualité de la gestion des flux migratoires. La politique n'est jamais très loin lorsqu'on évoque l'histoire de France, François Barouin. L'histoire est dans la géographie d'un pays. La géographie a structuré les bassins de population et la politique est là parce qu'elle doit définir des politiques publiques au service des populations. La politique n'est jamais, au fond, très loin non plus des interprétations que l'histoire lui enseigne. Un fait divers, et j'en ai retenu plusieurs dans ce livre d'histoire, construit la société sous une certaine forme. La justice apporte une réponse au nom de la société, ensuite structure les générations qui suivent. Je parle par exemple d'une empoisonneuse au milieu du 19e siècle qui a tué ses frères et sœurs, ses parents, qui évidemment à l'issue d'un procès où elle met en lumière au fond le caractère désolant de ces crimes atroces, puisque c'était pour quelques arpents de terre dans une succession qui n'était pas si malmenée que cela à l'époque. Mais comme elle est parricide, elle est donc condamnée à mort, on lui coupe d'abord le poignet, puis ensuite on lui coupe la tête. Et il se trouve qu'elle a été condamnée et exécutée l'année de la parution du dernier jour du condamné de Victor Hugo, mettant ainsi en lumière dans un héroïsme obscur de la solitude d'un grand homme qui à l'époque parlait dans un écho qui ne lui répondait rien pour l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est abolie en France en 1981. Nous sommes au début de la première partie du 19e siècle. C'est dire s'il faut du temps pour faire maturer une société sur des sujets d'importance. Ainsi se tisse la trame
cette gigantesque tapisserie que nous appelons l'histoire de France. Nous allons nous promener encore dans votre histoire de France par les villes et les villages, en choisissant, parmi vos propres choix, quelques éléments. Je pense que nous pouvons peut-être parler de religion dans un instant. On va revivre le massacre de Ouassi. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de redécouvrir l'histoire de France grâce à ses villes et ses villages. Vous recevez cet après-midi François Barouin, il est maire de Troyes, président de l'association des maires de France et auteur d'une histoire de France par les villes et villages paru chez Albin Michel. Et on fait un bond maintenant dans l'histoire, Franck. Oui, alors cette fois nous sommes en 1562, François Barouin. C'est le tout début de ce qu'on va appeler les guerres de religion. Le roi Henri II est mort il y a peu de temps. Tout avait commencé déjà dans les années 1530 avec une répression menée par François Ier et par l'État de l'époque, par l'État royal, contre les réformés, ceux qui assumaient l'héritage de Luther puis de Calvin. Avec le massacre d'Ouassi, les choses prennent une toute autre dimension. Oui, bien sûr. La réforme portée par Luther dans un premier temps, par Calvin avec des oppositions de doctrine qui remettaient en cause, au fond, le principe hiérarchique de l'Église catholique, a été vécu par le pouvoir de l'époque comme étant une défiance absolue, pas uniquement à l'égard de l'Église catholique, mais à l'égard du pouvoir royal. Et à l'époque, on ne tergiversait pas, il y a eu des complots, une organisation, les protestants étaient obligés de se cacher. Je rappelle que l'édit de Nantes est en 1598. La révocation de l'édit de Nantes est en 785. Donc là, nous sommes une vingtaine d'années auparavant et nous sommes dans une extrême violence. C'est en Haute-Marne, c'est une forêt importante. Les protestants sont cachés. Il y a des informations qui fuitent et il y a ensuite une guerre d'extermination. Le paroxysme très connu, là aussi dans l'inconscient collectif, étant la Saint-Barthélemy, oui, à Paris. En 72, donc 10 ans plus tard. Exactement. Et là, il y a toutes ces images. Là aussi, quelle est la part de légende, quelle est la part de mythologie, quelle est la part de réalité? Toujours est-il qu'il y a eu des milliers de cadavres déversés dans la Seine, donnant sa couleur rouge et d'une certaine manière d'un coucher de soleil, au fond le crépuscule des relations apaisées entre une religion naissante et qui ensuite acceptera d'être vécue et tolérée par des hommes qui, avec le temps, se sont un peu plus ouverts aux autres. Vous parlez vous-même de légendes, de mythologie, un certain nombre de faits divers, de faits marquants ont imprégné l'imaginaire collectif et rien n'est si fort que la bête du Gévaudan. Vous savez, en commentant le Tour de France cette année, j'ai été amené à parler d'un animal sauvage qui s'appelait la bête du Grésivaudan, qui existe tout à fait. Et nous avons eu des centaines, je dis bien des centaines de messages sur Internet pour dire « mais non, c'est la bête du Gévaudan », parce que c'est elle qui a marqué l'imaginaire. Nous sommes passés d'ailleurs avec le Tour de France au cœur même du territoire du Gévaudan, où la bête est là, présente. Il y a des statues sur les places des villages. Ça fait partie, ça, du souvenir et de la tradition. Oui, l'histoire est réelle. Ensuite, il y a sûrement une mythologie. L'histoire est simple. Un jeune enfant est attaqué et retrouvé. On retrouve son cadavre avec des traces terribles autour du cou parce que le loup attaque le cou à la gorge. Et puis un deuxième cadavre, et puis 5, et puis 10. La terreur commence à s'installer dans ce petit village de Lozère. Une grande interrogation parce que les plaies sont béantes. Il y a déjà eu des attaques de loups par le passé, mais il n'y en a jamais eu autant répétitives, systématiquement et sur des êtres humains faibles, soit des enfants, soit des personnes âgées, soit des êtres malades. Et il y a un caractère... Et puis de jeunes femmes aussi, un certain nombre. Des jeunes femmes. Un caractère maléfique est en train de se développer. On ne sait pas si c'est un loup. On pense peut-être, certains disent que c'est une hyène. C'est assez curieux parce que ferait-elle là? On est quand même sur le continent européen. Elle aurait eu du mal à traverser. Bref, toutes les rumeurs commencent à circuler. La rumeur est un élément constitutif de l'espèce humaine. D'ailleurs, dans les rumeurs, entre parenthèses, dans une histoire contemporaine, j'évoque la rumeur d'Orléans pour bien montrer qu'il y a une permanence aussi dans l'alimentation de ce qui peut être un fantasme. Et pour cette époque, on essaie de tuer la bête, on prend les meilleurs du département, puis les meilleurs de la région. Le sujet vient jusqu'au roi, il envoie son chef arquebusier, son chef louvetier. Ils y vont plusieurs semaines, ils tuent une bête. Les massacres... Mais les meurtres continuent, les massacres continuent. Ils s'arrêtent un moment. 3 mois. Et puis, donc on pense que l'État a réussi.
Donc il y a une satisfaction collective de la population. Et puis ça repart. Et là, c'est un localier qui s'installe à un endroit, qui tue une très grosse bête, probablement un très très gros loup. Et ensuite, c'est la fin des meurtres de la bête du Gévaudan. Mais la bête du Gévaudan est venue jusqu'à nous pour 2 raisons. La première, ça a été l'impuissance de l'État de régler une situation particulière pour protéger la sécurité des plus fragiles. Et la deuxième, c'est la peur du loup. Elle est ancestrale. Mais il faut savoir que le loup a encore plus peur de l'homme que l'homme n'a peur du loup. Il y a toute la question de la rumeur aussi. On a souvent dit que j'étais complotiste, mais c'est vrai que tout simplement, je trouve très intéressant de reprendre un certain nombre d'énigmes de l'histoire et qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, alors je pense qu'on peut parler de complot, mais des associations de malfaiteurs. Peut-être que c'est le cas autour de la bête du Gévaudan. Il est possible que certains aient profité des massacres perpétrés par un animal pour en faire, eux, des massacres. C'est possible, ça a fait partie en tout cas de ce qu'on a dit. En tout cas, ça fait partie des hypothèses Voilà. sur lesquelles les historiens ont travaillé. Oui, bien sûr, il y a eu des groupes qui seraient mis en place. Et ces rumeurs, elles font aussi partie de l'histoire d'une certaine manière. Totalement. La rumeur, elle a là aussi irrigué de façon rarement vertueuse et toujours sinueuse la construction de la société. Vous savez, la France des corbeaux, l'antisémitisme, la xénophobie. Il suffit de voir l'époque de la Deuxième Guerre mondiale où ceux qui étaient ciblés étaient les francs-maçons, les homosexuels, les tziganes et naturellement les juifs. Et toutes les rumeurs se sont appuyées pour cibler en quelque sorte, par exemple, ces 4 catégories que je viens d'évoquer à cette période-là. La rumeur d'Orléans est une rumeur antisémite, structurellement antisémite, où on explique que dans un magasin de textile, il y avait des jeunes filles qui entraient et ensuite qui disparaissaient. Et comme par hasard, ce magasin était tenu par des juifs. Il n'y a pas que des histoires sombres dans ce livre, loin de là. Bien sûr. Vous nous montrez de très beaux endroits. Paris est oublié au passage. Le problème de Paris, c'est que chaque pierre de Paris, chaque regard, chaque élément de la construction pouvait trouver sa place. C'est pas tout à fait exact, parce que je parle de Paris en réalité un peu comme un fil conducteur. Oui. Mais mon angle est quand même plutôt, la France s'est construite non pas de Paris et de l'État central, mais de chacun des villages. Et c'est la raison pour laquelle, si Paris est à l'honneur... C'est ce tissu des villages que vous mettez en avant, bien Exactement. C'est la construction de ces bassins de population qui ont fait surgir des personnages, des caractères, des histoires, des mobilisations, des tempéraments et qui ont construit notre pays dans toutes ces étapes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la souveraineté, l'État, puis la République et l'appartenance à une nation. Merci beaucoup François Baroin. Merci à vous. Une histoire infiniment. de France par les villes et les villages, c'était publié chez Albin Michel. Vous figurez sur le bandeau avec ce sous-titre qui aurait peut-être pu être un titre d'ailleurs, La France en commun. Ça l'a été d'ailleurs, Et alors pour le coup, il y a beaucoup de communistes qui ont beaucoup apprécié et ont fait passer des messages par Internet là-dessus, mais ça n'était pas le projet et ça n'est pas le projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour cette émission consacrée aux villes et villages de France, Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous avez présenté Thivrier, le premier député ouvrier, le premier maire socialiste de France. Et il venait d'Auvergne. Nous allons donc sur ses pas maintenant avec Vanessa Zaza, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez dans les escapades culturelles tous les week-ends avec Wendy Bouchard. Oui, alors nous revenons à Christophe Thivrier, à Christou et à sa région natale, à ce pays qui a été un pays très industriel, Montluçon, Commentry. Bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Franck Ferrand. Donc ça a été vraiment un lieu qui a été profondément bouleversé au 19e siècle. Complètement bouleversé. Donc les villes, les villages changent complètement en fait de visage. Et d'ailleurs, Montluçon ne serait pas devenu Montluçon sans Commentry, sans justement toutes ces mines, ces houillères. Déjà par 2 choses, parce que finalement, le fait d'avoir ces houilles a participé aussi à toute cette colonne vertébrale en fait de l'industrie montluçonnaise. Et ça a été mis en évidence grâce à la construction du canal en fait, donc du Berry, et ce qui permettait en fait d'apporter le minerai de fer donc du Berry, et puis toutes les matières premières vers cette vallée de Montluçon, et puis
dans l'autre sens, on envoyait évidemment la houille de Commentry et les produits finis. Donc le canal de Berry a quand même tout apporté. Complètement désenclavé la région. On a l'impression d'être dans le Tour de la France par deux enfants, là, c'est-à-dire dans la construction d'un paysage économique. De la France, bien sûr. Et autre chose qui fait partie donc justement de ce paysage industriel et économique, c'est la naissance du chemin de fer. Et il va y avoir un des premiers trains de France dans ce coin-là qui s'appelle le chemin de fer à houillère, qu'on appelle aussi le chemin de fer à ficelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a en fait une portion donc sur 17 km qui va permettre de communiquer, de transporter en effet le charbon entre Commentry et Montluçon. Alors évidemment, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Bah, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de mine. Il n'y a plus rien. Alors le chemin de fer, il sert à quoi maintenant? Maintenant, c'est une allée piétonne qui va jusqu'au belvédère de Maréignon. Pour la petite histoire... Il n'y a même plus de canal d'ailleurs. Le canal a disparu. En 1955, il a été déclassé par un décret en fait, qui a été signé par Pierre Mendès France. Et figurez-vous que dans les signataires de ce décret, il y avait un certain François Mitterrand, qui à l'époque était donc ministre de l'Intérieur. Et François Mitterrand, pour le clin d'œil, était l'arrière-petit-fils d'un éclusier du canal. Il s'appelait Charles Mitterrand. Il était responsable en 1844 de l'écluse du Rouerron. Voilà. Ça, c'est l'ironie de l'histoire. L'ironie de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Commentry? Qu'est-ce qu'on peut dire de Commentry même? Alors, c'est la cité des forgerons. Oui, donc, ils ont gardé une statue emblématique sur la place Marteneau, qui est devant l'entrée de l'Érastile, puisque à partir en fait de la Seconde Guerre mondiale, Commentry va vraiment exister avec l'industrie chimique et puis le travail de la forge. Mais c'est plus à Montluçon qu'il y a des choses intéressantes. Depuis le début, vous avez prononcé ce nom au moins 10 fois. C'est Montluçon qui vous attire. Alors allons à Montluçon. Non, parce que ce qui est intéressant à Montluçon, c'est que donc on parlait de changement de paysage, et donc là, cette petite cité médiévale, finalement, va s'agrandir, mais va s'industrialiser de l'autre côté, en fait, du Cher, grâce justement à la ligne de chemin de fer, au quai du canal du Berry, et va se construire au bout du pont Saint-Pierre, un nouveau quartier qu'on appelle le quartier de la ville de Gauzet. Alors vous allez me dire pourquoi Gauzet? Alors en fait, tout simplement, il y a une légende qui dit qu'un certain tailleur d'habits, Gauzet, a été le premier à avoir établi son échoppe au bout du pont de Pierre avant l'ouverture à la circulation de la route de Tours en 1840. Et puis peu après, il a transporté son domicile, son commerce. Et puis donc, quand on disait qu'on allait de l'autre côté, on disait qu'on allait, on va à la ville de Gauzet. Voilà. Et ce qui était amusant, c'est que Gauzet, c'était un sobriquet, il s'appelait en fait Jean Lebourg, mais en fait c'était une vraie star à l'époque, parce que figurez-vous qu'il était tailleur, mais il était surtout cabaretier. Et voilà, il y avait en fait dans ce coin de Gauzet 70 cabarets et 4 cafés, et ça faisait partie de la vie quotidienne en fait des ouvriers. Vous êtes exactement sur la même longueur d'onde que François Barouin, là vous êtes dans cette histoire du terroir. Et qui sont très importantes. Vous reparliez des vêtements aussi, qui sont très importants tout à l'heure quand vous reparlez de Thivrier. Là donc, de ce côté-là, on ne porte pas le chapeau rond. On porte la casquette, on est chez les ouvriers, mais on veut une véritable école, on veut un bureau de poste, on veut une véritable ville, donc ils veulent leur marché en plein air aussi, et puis ils vont vouloir un éclairage public au gaz, mais ils vont vouloir surtout une église, et c'est là qu'on va construire l'église Saint-Paul, donc qui est construite au centre. Au milieu des logements ouvriers. Complètement, et donc elle sert de lien entre le travail et le lieu de la vie donc de ces ouvriers, et c'est l'une des seules églises de France qui est construite avec une structure de fer et de fonte, et par un grand architecte qui est Louis-Auguste Boileau, et l'architecture métallique a été entièrement réalisée par l'usine des Hauts Fourneaux de la société Commentry. Donc ça, c'est évidemment un hommage au savoir-faire sidérurgique de la vallée. Vous nous parlez donc d'un patrimoine qui est industriel, ouvrier. Moi, je vous avoue que j'étouffe un peu. Il y a rien de médiéval chez vous. Alors on repasse de l'autre côté du Cher. Parce que évidemment, c'est une petite ville magnifique qui a gardé des traces remarquables en fait du passage des ducs de Bourbon. Il y a ce château des ducs de Bourbon qui a été construit en 1370. D'ailleurs, il faut que vous montiez tout en haut parce que vous avez une vue complète sur la ville. Vous voyez d'ailleurs bien le Cher passer, cette vieille ville qui tourne comme ça, qui est en forme d'escargot. Il y a le quartier Saint-Pierre, les maisons à pans de bois, une église, un édifice roman du XIIe siècle. En quelque sorte, un vieux Montluçon. Un vieux Montluçon avec même la
maison des apôtres qui là nous transporte des siècles en arrière. Et puis il y a même un pastiche du Petit Trianon de Versailles qui s'appelle le château de la Louvière. Comme dans toutes ces belles villes médiévales, il y a aussi un grenier à sel. Nous allons le visiter dans un instant. Merci Vanessa. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. C'est quoi ce grenier à sel Alors en fait c'est un restaurant gastronomique et hôtel 4 étoiles aujourd'hui. C'est vraiment un cadre très bucolique, une parenthèse enchantée et pourtant on est dans le vieux Montluçon dont vous venez de parler, dans cette cité médiévale, exactement entre la place d'Étoile et la rue Sainte-Anne. C'est une belle demeure avec une façade habillée avec du lierre et l'hôtel s'appelait à l'origine l'hôtel Charreton de Beaulieu, du nom de la famille qui le possédait entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Et ensuite, la demeure existait bien sûr déjà au XVe, XVIe siècle. Elle dispose toujours d'une tour, d'un puits classé. Tout cela a été construit au XVe siècle. Il y avait aussi beaucoup de galeries qui menaient jusqu'au château, justement. Et évidemment, la maison a connu plusieurs remaniements au fil du temps. Et récemment, les propriétaires actuels, Nicole et Jackie Morlon, sont tombés littéralement sous le charme de cette maison et l'ont achetée depuis plus de 25 ans. Et donc ils en ont fait une maison qui, alors c'était avec des déjà, chambres d'hôtes, c'est ça ? il y avait déjà quelques chambres qui étaient louées pour l'hébergement. Ils en ont rajouté. Aujourd'hui, il y a 8 chambres décorées de meubles et objets anciens de famille ou chinés, des tableaux de famille. C'est vraiment une maison familiale, une maison particulière, comme on irait chez des amis. Et ils ont aussi un restaurant qui s'ouvre sur le jardin avec une très belle terrasse et des arbres centenaires. Et Jackie Morlon, le propriétaire, est maître restaurateur et maître cuisinier de France. Tout est entièrement fait maison avec beaucoup de produits locaux, de saison. Par exemple, le bœuf est né, élevé et abattu dans le Bourbonnais. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Oui, et on peut goûter parmi les spécialités le canard à la Duchambais. Le nom est un petit peu, on ne sait pas vraiment d'où il vient, si c'est le nom d'un château, d'une famille ou d'un gentilhomme du Bourbonnais. En tout cas, c'est une préparation typiquement bourbonnaise avec une sauce à base de vinaigre, échalote et crème fraîche. C'est étonnant que vous ne nous parliez pas de dessert. Non, le soufflé au Grand Marnier, qui est apparemment très exquis dans ce restaurant. Merci beaucoup Lorena. Donc ça c'est à Montluçon, au grenier à sel. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain à 14h. Oui, à 14h, demain pour une émission consacrée aux guerriers des steppes, Tamerlan.